Notre région qui est encore aujourd'hui une région qui importe pour l'essentiel ces produits pharmaceutiques. Donc comment notre région peut mieux s'organiser pour être moins dépendante donc, des importations de produits pharmaceutiques. Le programme qualité est en cours avec la politique de la qualité qui est adoptée dans 8 États membres, et la Mauritanie en particulier. Au niveau de l'agriculture, je l'ai souligné également un peu lors de l'évaluation de la situation économique, puisque notre région reste encore une région où le secteur rural dans son ensemble compte pour l'essentiel dans la valeur de la production et donc dans l'impact sur les hommes et les femmes de notre région. Et la campagne agricole 2018 a été bonne. Je crois que ça c'est un élément positif, vraiment qu'il faut encourager. La production céréalière est en hausse. Et bien sûr, on a noté des baisses dans certains pays de manière bien précise. Nous voyons en Gambie, une baisse quand même assez importante, et en Sierra Leone également. Donc là, évidemment, les programmes agricoles nationaux et régionaux doivent se mettre en œuvre pour rendre notre agriculture plus résiliente. Ce que nous essayons de faire au niveau agricole, c'est comment, et je crois que les États font beaucoup, chaque pays fait beaucoup. Au niveau régional, nous essayons d'apporter une contribution au niveau technique, surtout, et financier quand c'est nécessaire, pour rendre notre agriculture, et ça c'est le défi du futur, comment la rendre plus résiliente par rapport à une évolution qui est pratiquement irréversible, c'est le changement climatique qui a un impact direct sur l'agriculture. Donc c'est un peu le travail que nous essayons de faire avec l'appui de certains partenaires. La transhumance, évidemment, est liée fortement à l'évolution donc, des campagnes, la saison des pluies, et on voit que la production fourragère est bonne. Et donc l'accès au pâturage, quand même, dans certaines zones liées à l'insécurité dont nous avons parlé, reste quand même un défi majeur. Vous savez, nous avons tenu une réunion ici en avril 2018 pour justement essayer d'apporter des réponses communes, concertées au niveau régional, suite à la tension que notre région a connue en matière de transhumance transfrontalière. Donc un certain nombre de mesures ont été arrêtées et ces mesures que nous suivons sont quand même en train de se mettre en place. On le voit dans certains pays. Les questions de délimitation, de balisage, des couloirs de passage, d'aménagement d'aires, de pâturage sont quand même des actions positives. Et on voit également qu'il y a des cas de concertation transfrontalière, puisque les questions de transhumance sont des questions régionales, ce n'est pas limité à un seul pays. Au niveau régional, de l'environnement, nous poursuivons également nos actions pour gérer globalement les questions donc, de la gestion des déchets, notamment les produits chimiques, qui sont de plus en plus une réalité à laquelle nous devons faire face dans notre région. Alors, au niveau du secteur des infrastructures, nous avons parlé de postes de contrôle juxtaposés entre le Ghana et le Togo, entre le Bénin et le Nigeria, donc, qui ont été finalisés et donc ont été livrés aux autorités l'année dernière. C'est un développement positif. Et nous avons d'autres postes de contrôle juxtaposés dans d'autres pays, entre le Nigeria et le Cameroun, entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Gambie, le Bénin et le Togo. Certains sont en cours, d'autres sont quasiment en voie d'achèvement, et d'autres, évidemment, sont liés à la mobilisation des ressources financières que nous sommes en train de rechercher auprès des partenaires. Un projet majeur, un projet important en matière d'infrastructure que vous connaissez bien, c'est le programme du corridor Lagos-Abidjan, qui couvre 5 pays, près de 1000 km. Donc l'objectif étant de construire une autoroute à 6 voies. Couvre le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire.
il y a eu des étapes importantes qui ont été franchies dans la préparation et la mise en œuvre de ce projet. D'abord, le traité a été signé donc, et ratifié par les pays, les 5 pays. L'accord pour la création d'une autorité de gestion, puisque l'autoroute sera gérée par une autorité régionale, ne sera pas donc nationale. C'est ça tout l'intérêt de ce projet. Ensuite, les études de faisabilité ont démarré. Nous avons pu mobiliser 22 millions de dollars de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Donc 3 cabinets ont été sélectionnés. Et donc ces études de faisabilité d'ingénierie sont en cours de réalisation. Et dès que l'étude de faisabilité, qui est l'élément essentiel, déterminant pour la mise en œuvre de cette infrastructure importante, puisque sur ce corridor, on a près de 60% du trafic des biens dans la région, nous allons pouvoir lancer maintenant les mobilisations, et solliciter les intérêts pour la réalisation d'une autoroute qui sera à péage, mais qui va grandement faciliter le commerce intra-régional. Et nous avons déjà démarré les processus pour la deuxième phase qui est Praia, Dakar, Abidjan, donc pour compléter la boucle. Et là, le traité, la signature du traité a eu lieu. Nous finalisons l'instrument pour le Cap-Vert. Alors là, nous sommes surtout dans la recherche de financement pour les études de faisabilité. La BAD a manifesté un intérêt, mais nous sollicitons plusieurs partenaires, la Banque mondiale aussi, qui a manifesté un intérêt. Et donc ça va permettre vraiment, encore une fois, de renforcer, puisque là, nous parlons de 7 pays, donc depuis le Cap-Vert jusqu'à la Côte d'Ivoire, et là, nous parlons de 3000 km d'autoroute. Donc ça va être un élément important. Bien sûr, nous avons aussi le programme ferroviaire qui, depuis Dakar, Bamako, et donc il a également, qui est un des éléments aussi importants de notre programme infrastructure régionale. L'énergie est un domaine clé. Je pense qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont avancés. Le code minier, plus secteur minier, qui est pratiquement, je crois, ça a été évoqué par le président du Parlement. Il vous sera soumis. Il est très avancé. La réunion des ministres est prévue pour la fin de ce mois. Et il s'agit de la même chose avec le programme sur les hydrocarbures. Alors nous avons des programmes importants comme celui de le projet d'interconnexion électrique Nigeria, Niger, Burkina Faso et Bénin. Donc le financement est bouclé. L'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée a démarré depuis pratiquement 2 ans et qui est prévu pour être finalisé en 2020. Nous avons le système du WAP qui est également qui est une bourse d'achat et de vente d'électricité qui a été lancée l'année dernière. Nous avons un projet avec la Banque mondiale de l'alimentation électrique hors réseau qui a été également approuvé par le Conseil de la Banque mondiale. Donc nous avons tout un ensemble de projets au niveau régional dans le domaine de l'énergie. Au niveau des technologies et des télécommunications, notre objectif à court terme, c'est d'arriver à la mise en œuvre du système de roaming gratuit dans la région. L'objectif, c'est d'arriver rapidement à ce que lorsque nous sommes dans la CEDEAO, si on a la libre circulation des biens, et des personnes, c'est que nous sommes comme si nous étions dans un espace unique, puisqu'il s'agit d'un marché commun. Et donc, on doit pouvoir faire des appels téléphoniques, quel que soit le point dans lequel on se trouve dans la région, CEDEAO, sans avoir à payer du couple roaming. Donc c'est ça l'objectif. Il faut le dire, ça n'a pas été facile. La décision a été prise, mais il y a eu, il faut le dire, quelques résistances qu'on a observées ici et là, surtout au niveau des opérateurs dans la mise en œuvre. Mais nous pensons que
C'est un aspect important dans la construction de notre marché commun, de notre intégration. Donc là, nous avons aujourd'hui 11 pays qui ont fourni leur plan tarifaire. Et donc, nous travaillons avec les autorités nationales, les autorités de régulation, que rapidement on puisse mettre en œuvre une mesure qui va vraiment affecter les personnes de la région lorsqu'elles se déplacent dans les différentes parties de la région. Nous continuons à développer notre système d'intégration des systèmes informatiques, notamment au niveau des douanes de nos pays. Et bien sûr, nous travaillons à la cybersécurité au niveau régional. Vous savez que c'est un sujet d'actualité. Ça fait l'objet d'une conférence en Europe actuellement, avec plusieurs chefs d'État. Certains chefs d'État africains sont présents. La cybercriminalité est une réalité de notre époque. Il faut donc, les États ont déjà commencé, chaque État a déjà commencé à mettre en œuvre des dispositifs, mais encore une fois, il s'agit d'un phénomène régional. On ne peut pas se protéger tout seul, il faut le faire dans un cadre qui soit concerté, qui soit cohérent. Et c'est là où la CEDEAO peut apporter une valeur ajoutée pour compléter ce qui se fait au plan national. Donc nous sommes engagés dans cette dynamique. Le commissaire pourra vous donner beaucoup plus de détails. Alors au niveau des affaires sociales, au niveau humanitaire, nous avons évidemment des actions que nous menons. La situation elle est liée à la difficulté qu'on a connues, nous avons connues, les questions de sécheresse, les questions de pauvreté, les questions liées au phénomène de transhumance, et puis plus récemment, les questions sécuritaires. Et on observe aujourd'hui dans notre région le nombre de ce qu'on appelle les déplacés internes qui ont, c'est-à-dire de personnes qui, pour des raisons soit sécuritaires, même parfois intercommunautaires, sont obligées donc de se déplacer et qui sont donc en situation de besoin. Les déplacés internes, d'après les estimations, sont autour de 2 millions dans notre région. Et donc, nous essayons d'apporter, parce que chaque État fait déjà beaucoup d'efforts, de vraiment saluer les efforts qui sont menés par les différents États. Mais nous essayons d'apporter un plus au niveau régional. Et donc là, nous avons bien sûr plusieurs dynamiques qui sont en ligne avec notre politique et nos programmes d'intervention dans ce domaine. Nous avons utilisé, pour faire face à la situation alimentaire difficile, nous avons utilisé nos stocks de réserves qui sont déployés dans la région. Nous avons procédé à des distributions donc, de céréales. Nous avons notre système de dépôt humanitaire qui est en cours de développement, mais nous avons un mécanisme qui est en cours et qui est déployé, c'est ce qu'on appelait le fonds de stabilisation régional. Il a été approuvé par le Conseil des ministres de la CEDEAO en décembre. Et le projet pilote a été lancé au premier trimestre 2019 en Gambie. Mais il va se déployer au niveau régional. L'objectif, c'est d'essayer d'intervenir et d'apporter des appuis ciblés au niveau donc, des pays, dans les couches, vers les couches qui sont vraiment en besoin, les couches défavorisées. Alors la première phase, évidemment le projet pilote, comme je dis, a été lancé en Gambie, avec le soutien de la coopération allemande. Nous sommes en train de développer au niveau régional des dispositifs en ouvrant avec d'autres partenaires qui ont montré un intérêt. Et l'objectif terme, comme je dis, c'est de couvrir l'ensemble de la région. Mais nous avons commencé avec les pays qui sont surtout impactés par des phénomènes qui ont eu un impact sur les questions humanitaires et sociales. Et donc, après la Gambie, pour la phase pilote qui a été lancée, comme je dis, nous avons des pays qui ont été surtout frappés par la crise Ebola et donc qui subissent des impacts de ces interventions, de cette situation. Donc nous avons la Guinée-Bissau, nous avons la
Sierra Leone. Et nous allons également étendre ce dispositif aux pays sahéliens qui font face également à des tensions très 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 fortes. Donc c'est un programme qui apporte une réponse à la situation difficile de nos pays par rapport à ce domaine, donc, dans le cadre des questions humanitaires et sociales. Au niveau de l'éducation, nous poursuivons nos programmes de bourse, de soutien aux étudiants dans la région. Un de nos objectifs dans ce domaine, c'est l'équivalence. Nous l'avons dit ici. Marché commun, il faut que nous ayons un système d'équivalence en matière d'éducation. Un médecin formé au Sénégal doit pouvoir exercer et avoir des mécanismes d'équivalence, exercer au Nigeria, exercer au Niger et un peu partout. Donc vraiment, nous travaillons beaucoup sur cette question d'équivalence, le rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus pas dit de mot anglais prédictible, mais que ce soit prévisible. Voilà. Et donc nous travaillons beaucoup là-dessus. Au niveau donc du genre, nous continuons nos activités en matière de bourse scolaire pour les jeunes filles, les traitements sur les questions de fistule obstétricale et le soutien aux femmes, soutien technique et financier aux femmes dans les questions de chaîne de valeur. Alors le programme de la monnaie unique, c'est un programme que vous connaissez. Et je voudrais encore une fois remercier le Parlement parce que nous avons été présents au séminaire qui a été organisé à Dakar il y a quelques mois sur cette question importante. Un séminaire qui a connu un grand succès. Ça a permis évidemment de diffuser, de sensibiliser, de faire un peu une promotion donc, de ce projet important. Il y a actuellement un certain nombre d'études clés qui sont en cours de réalisation. Il s'agit de l'étude sur le cadre de la politique monétaire, l'étude sur le régime de change optimal, parce que nous avons différents régimes de change dans notre région. Donc, quel est le régime de change qui serait convenable pour l'ensemble des pays de la région, des 15 pays. Donc, il y a ce travail qui est en cours sur ces deux points et surtout aussi quel est le modèle de banque centrale que nous voulons, parce qu'il y a plusieurs modèles de banque centrale. Donc là également, c'est une étude qui est en cours. Alors ces études devront être finalisées en début du mois prochain. Et donc, nous pensons que ça va permettre donc d'avancer, parce que ce sont des questions fondamentales dans le processus de préparation de la monnaie unique. Alors il y a des aspects aussi importants qu'il ne faut pas négliger. Quel est le nom de la future monnaie? Vous savez que nous avons plusieurs monnaies ici, dans notre région. Il faut trouver une monnaie commune, donc qui satisfasse vraiment l'ensemble des pays. Donc on a mis un groupe d'experts composé de représentants de tous les pays membres, donc des sachants, des professeurs, des experts, des anthropologues, des économistes, donc qui réfléchissent. Et donc ils vont nous faire des propositions. Et donc le nom et puis le symbole. Voilà, puisque le symbole, vous savez, quand vous prenez $1, vous connaissez tout de suite, on voit le symbole. Quand vous prenez l'euro, vous voyez tout de suite le symbole, dès que vous le voyez, vous le connaissez. Donc quel est le nom et quel est le symbole? Donc là, donc, ces experts sont en train de réfléchir et nous pensons qu'ils vont nous faire des propositions très intéressantes. La communication, c'est un élément essentiel. J'ai rappelé votre séminaire, mais nous pensons que c'est quelque chose, évidemment, qui va se faire de manière systématique lorsqu'on va pouvoir avancer. Alors, les questions institutionnelles, vous savez qu'on a une réforme institutionnelle qui est en cours et il y a eu déjà un certain nombre de décisions prises, notamment l'organigramme qui est actuellement en cours d'application. Il y a une feuille de route qui est en cours de réalisation. Nous avons l'audit des compétences du personnel. Donc le cabinet qui va examiner ça, le recrutement a été lancé. Et donc nous pensons que ça va permettre tout ça ayant pour objectif d'améliorer notre performance. La vision post-2020 est également en cours.
Vous savez que nous avons une vision qui va prendre fin, une vision de la CEDEAO qui prend fin en décembre 2020. Nous sommes à un an. Donc, quel est le futur? Bien sûr, tout ça dans le contexte de l'agenda 2063 de l'Union africaine, puisque nous sommes conformes. Nous devons être cohérents également avec les engagements pris au niveau continental de l'Union africaine. Mais au niveau de la CEDEAO, au niveau de notre région, quelles sont les spécificités que nous souhaitons proposer? Donc nous avons une stratégie de concertation à la base. Nous avons travaillé, consulter, concertation avec la large panoplie de personnes de tous les pays pour avoir leurs sentiments. Qu'est-ce qu'ils souhaitent de leur organisation? Parce qu'on parle de la CEDEAO comme étant une communauté de peuples. La CEDEAO, il faut qu'on leur pose la question. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent de la CEDEAO pour définir et décliner notre vision, la vision donc, de la CEDEAO après 2020. Nous continuons à travailler avec l'ensemble de nos partenaires, beaucoup, c'est important. Et c'est aussi une marque d'intérêt de ces partenaires qui travaillent de plus en plus avec nous. Et donc ça également c'est très important. Donc que ce soit l'Union européenne, la Banque mondiale, qui parlait de l'intervention. Nous avons des partenaires bilatéraux qui sont très actifs également, l'USAID, les Pays-Bas, la Suède, l'Allemagne, le Danemark, la France, l'Espagne, la Chine, qui a accepté de financer la construction de notre siège. Donc, nous continuons à développer donc, ces relations. Au niveau continental, vous savez que nous avons eu, au niveau continental, la réforme de l'Union, de la Commission de l'Union africaine. Il y a eu des actions qui ont été prises. Et donc là, maintenant, nous sommes dans une phase où nous essayons d'harmoniser la division du travail entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, et les États membres. Donc, nous avons participé à plusieurs retraites à Addis Abeba, et donc pour justement bien nous mettre d'accord sur qui fait quoi, plus d'efficacité, et dans tous les domaines. Donc nous avons fait des avancées, et la prochaine réunion de l'Union africaine qui est prévue début juillet à Niamey va finaliser les discussions qui ont eu lieu dans ce domaine, et donc les chefs d'État et le gouvernement vont adopter les conclusions de la discussion que nous avons mesurées. Alors, dans les autres institutions, bon, je suis au Parlement, donc je ne peux pas trop parler de vos activités. Vous connaissez ça mieux que moi. Je l'ai dit, je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce qui est fait, pour vraiment, dans le cadre donc, de la contribution à l'intégration régionale. Nous avons participé au séminaire de Dakar sur la création de la monnaie unique. Et donc, vous avez bien sûr un programme très actif, donc je n'insisterai pas là-dessus. La Cour de justice de la CEDEAO poursuit ses activités également en tant que tribunal administratif pour le tribunal de la communauté et pour le personnel de la communauté. Plusieurs affaires sont actuellement en cours. Déjà plusieurs décisions, 21 ont déjà été rendues, et évidemment les procédures judiciaires se poursuivent. Donc c'est des éléments qui évoluent bien au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Également, il y a plusieurs activités qui sont en cours, notamment en matière de recherche sur la santé sexuelle et reproductive au Mali et au Niger, sur le renforcement des capacités de laboratoire et des techniciens, sur le soutien au Burkina pour la lutte contre la méningite et la fièvre de Lassa, et des campagnes synchronisées de contrôle du paludisme et du traitement des enfants le long des frontières Burkina, Mali et Niger. Il y a des actions sur la question du médicament, notamment la question pour accélérer l'inclusion des produits pharmaceutiques dans le TEC, élément important,
gestion des ressources humaines. Et donc, notre organisation met beaucoup d'efforts pour soutenir certains pays dans les questions donc, de centres d'excellence pour la formation de sages-femmes. Au niveau du JABA, les programmes sont surtout liés aux activités d'évaluation du risque national, puisque le JABA a pour activité de créer les conditions pour une lutte plus efficace contre tout ce qui est blanchiment d'argent, mais surtout également le financement du terrorisme, des actions d'extrémisme. Voilà très brièvement présenté les actions de la communauté, l'état de notre communauté. D'une manière générale, ce que je pourrais dire en guise de conclusion, c'est que notre région fait preuve d'une résilience, notamment en termes économiques, malgré des paramètres d'un environnement extérieur parfois difficiles, liés à l'insécurité, qui est, comme je l'ai dit, une de nos préoccupations majeures aujourd'hui. On voit que l'économie de la région continue à évoluer positivement. Les pays font face à des défis importants en matière de dépenses, de sécurité, qui mobilisent des ressources hors des programmes vraiment de développement économique et social. Et donc, mais évidemment, les pays restent très attentifs. Donc, question donc de progrès. Les progrès dans la gouvernance politique, parler un peu des évolutions des élections qui ont lieu, que ce soit présidentielles ou parlementaires. Comment lutter plus efficacement pour améliorer nos performances en matière de libre circulation des biens. Comment faire face aux défis sécuritaires qui sont évidemment des défis régionaux. Donc, évidemment, nous pensons qu'il faut continuer à renforcer la solidarité entre les pays. Il faut renforcer la coopération, il faut renforcer la synergie, pour mutualiser les moyens. Et il faut avoir une dynamique commune et bien orientée, bien ciblée pour justement faire face à ces défis de notre époque. Défis qui, évidemment, qu'il faut traiter parce que nous n'avons pas le choix. On ne nous laisse pas d'option. Il s'agit pour nous de faire en sorte de pouvoir dépasser et aller au-delà. Honorable Président, Parlement, Messieurs les députés, je voudrais vraiment encore une fois sur ce vous remercier pour d'abord l'écoute, remercier encore pour l'invitation. Je dis que nous restons disposés, totalement favorables à renforcer notre coopération. Et donc je vous remercie pour votre patience, parce que j'ai parlé un peu longtemps, mais merci également pour votre attention. Merci beaucoup.